Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Thursday sur un thème, on le sait, qui vous interroge beaucoup, le thème de l'IA et des RH. On le sait, c'est voilà, un sujet sur lequel vous nous avez beaucoup sollicité. La presse en parle énormément, il y a beaucoup d'événements sur le sujet. On a toujours du mal à se faire un avis sur le sujet. Est-ce que l'IA arrive vraiment dans nos entreprises? Est-ce que l'IA arrive vraiment dans nos métiers? Est-ce qu'ils vont nous voler nos métiers? Que faire de l'IA quand on est ressources humaines? Voilà, c'est un petit peu la promesse de cette présentation. Aujourd'hui, concrètement, on voudrait vous apporter ces réponses-là. On espère voilà, que la sélection d'informations qu'on va vous délivrer vous fera repartir plus riche, plus fort, et en tout cas avec l'essentiel des clés pour comprendre le phénomène qui est en train d'impacter nos entreprises et notre économie. Alors pour adresser ce thème aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. On va être trois à porter quatre grandes parties. Aujourd'hui, la présentation se séquence en quatre temps. Le premier temps qui va être autour du monde de l'entreprise augmentée. On va s'interroger si nous sommes à l'ère de l'entreprise augmentée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment tout ce tapage médiatique est mérité autour de ce thème? Le second temps sera sur un cran plus loin. Est-ce que si cette révolution arrive vraiment dans nos entreprises, est-ce qu'elle va carrément nous voler notre place? Est-ce que l'entreprise doit prendre une nouvelle forme où la machine est reine? Un troisième temps, peut-être un tout petit peu plus philosophique, mais où on va s'interroger sur justement est-ce que l'homme et la machine peuvent cohabiter, et est-ce que même la machine n'a pas tout intérêt à arriver pour apporter le salut de l'humain? Et une dernière partie qui, j'imagine, vous intéressera particulièrement, beaucoup plus concrète, hein, sur le RH augmenté. Où est-ce que voilà, nous sommes véritablement à l'ère du RH augmenté? Où est-ce qu'il faut mettre de l'intelligence artificielle? Où est-ce qu'il faut mettre de la tech dans cette fonction, si tant est qu'il faille en mettre? Je vous le disais, je ne suis pas tout seul pour présenter. Aujourd'hui, j'ai deux experts et collègues de l'agence Watt avec moi que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laure Chissinger, je suis directrice générale et ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans que je travaille dans le sujet RH. Je crois que c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui. On l'appellera Docteur RH. C'est ça. Bon, je te laisserai dire comment on m'appelle. Fabrice, donc moi je suis directeur conseil et je m'occupe plus particulièrement du pôle digital de l'agence. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de justement la manière dont on va intégrer la tech et les IA dans le quotidien d'un RH aujourd'hui. Vous l'aurez compris, nous sommes donc en présence de Dr RH et Mister Tech aujourd'hui pour m'accompagner sur le sujet. Et moi qui ne me suis pas présenté, pardon, j'ai Rotaridin, moi je suis en charge de l'innovation et de l'intelligence artificielle au sein de l'agence. Et nous sommes également accompagnés de Lucille Fleury, comme moi, dans une petite fenêtre séparée. Je te laisse rapidement te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, vous avez l'habitude de me voir pendant les Thursdays. Je suis la responsable com de l'agence Watt et je suis là aussi pour remonter vos questions autant que possible pendant ce live. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat et n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou pour être sûr que vous nous entendez bien. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de bonjour. Du coup, je m'inquiète. Ah, ça y est, super. les premiers sont en train d'arriver, donc c'est bon, ça fonctionne. Super, ça fonctionne très bien. Merci à tous. Ah oui, il y a plein de bonjours. Bonjour. On voulait pas vous forcer la main, mais quand même. Bon, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Il est 9h34, hein, le contenu aujourd'hui est assez dense et on est sûr que vous allez avoir plein de questions. Donc, je passe sans plus attendre à cette première partie, première étape, où on va s'interroger sur le monde de l'entreprise augmentée. Est-ce que véritablement cette technologie dont tout le monde parle, cette fameuse intelligence artificielle, arrive massivement dans nos entreprises et pourquoi il faut s'y intéresser, s'il faut s'y intéresser? Alors rapidement, est-ce que vous pouvez là aussi utiliser le chat pour me donner la réponse à cette question si vous l'avez? Pour vous, l'IA, ça existe depuis combien de temps? Est-ce que c'est 2 ans, 6 ans, 28 ans ou 68 ans? Donc on a un peu de tout. En fait, pour débuter cette partie, s'interroger sur l'entreprise augmentée, je trouve toujours intéressant de d'abord reposer les bases, les fondamentaux. Donc une majorité de 68, 28, 28. C'est pas mal, c'est pas mal. On voit que la notoriété sur
En tout cas, que les connaissances sur le sujet commencent à augmenter tout doucement, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, hein, je pense que c'est déjà, si on sort de cette présentation avec pour acquis que l'intelligence artificielle, c'est une science, une très vieille science qui existe effectivement depuis même un peu plus de 68 ans, on aura fait un petit bout de chemin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on l'entend, hein, c'est pour ça que je me permets de passer par cette phase, l'intelligence artificielle, c'est pas un ordinateur, c'est pas un logiciel, c'est pas un outil en particulier, c'est en réalité une science. Et cette science, elle a été développée au départ par deux Britanniques, deux scientifiques britanniques. Je préviens, s'il y a des ingénieurs dans la salle, je vais raccourcir l'histoire, mais c'est pour comprendre le fonctionnement et l'essence de cette science. Et ces deux scientifiques anglais, ils se sont rendus compte que le comportement des cerveaux humains était assez proche des cerveaux des batraciens, des grenouilles. Et en observant le comportement des grenouilles, ils se sont rendus compte que la façon dont les grenouilles interprétaient le monde, interagissaient avec le monde et prenaient des décisions, était sans doute quelque chose qu'ils pouvaient arriver mathématiquement à schématiser. Et de là est née l'idée d'arriver à créer des ordinateurs qui interprètent cette même logique mathématique, qui donc interprètent le monde, réfléchissent sur une même base que celle des cerveaux des batraciens et donc des cerveaux humains. Donc on a commencé petit à petit à travailler cette science autour de ce raisonnement et d'élaborer des ordinateurs dits à réseau de neurones. C'est un petit peu plus tard, au milieu des années 50, qu'on a véritablement posé le terme d'intelligence artificielle. C'est à peu près à la même époque d'ailleurs que Alan Turing a développé le fameux test de Turing pour savoir si une machine est machine ou est plus humaine qu'un humain. Et voilà, et l'intelligence artificielle n'a cessé d'évoluer depuis, en fait. Hein. Ça, vraiment, il faut en avoir conscience. C'est une science qui est encore en cours de développement. On fait des tests, parfois on trouve des choses. Vous avez certainement entendu parler du deep learning, du machine learning. Donc, c'est des choses concluantes, mais il y a eu aussi des gros ratés hein, dans l'histoire avec des choses qui n'ont pas marché. Et donc, par exemple, le deep learning, c'est des choses où on va pouvoir entraîner ces fameux réseaux de neurones, donc ces fameux supercalculateurs, sur des environnements spécifiques pour leur apprendre des tâches spécifiques. Donc, typiquement, IBM a rendu célèbre son ordinateur Deep Blue, alias Watson aussi, en le rendant capable de jouer aux échecs mieux que quiconque. Sur un autre entraînement, ils l'ont rendu capable de piloter une Formule 1 plus rapidement que quiconque, etc., etc. Donc déjà, il faut bien comprendre cette dichotomie entre la science de l'intelligence artificielle, qui consiste donc à créer des machines capables de simuler le raisonnement humain, et ce phénomène beaucoup plus récent qui est l'IA générative. L'IA générative, ça va faire 2-3 ans véritablement que c'est en plein essor, avec ChatGPT en tête de pont. Là encore, je me permets de prendre 5 minutes pour remettre à plat les différences entre les deux, avec une métaphore qui, je trouve, fonctionne assez bien, qui est de se dire, il faut prendre l'intelligence artificielle un petit peu comme lorsque le nucléaire est arrivé. La promesse du nucléaire, c'était quoi? C'était des coûts d'infrastructure monstrueux parce qu'il faut construire des centrales, il faut des super ingénieurs pour les construire et les faire tourner. Mais une fois que ça tourne, on a une puissance de frappe énergétique qui est extrêmement performante. On peut générer de l'électricité pour pas cher et en quantité massive. Et bien, si on fait le parallèle avec l'IA, c'est un peu la même chose. On a besoin de super calculateurs, de super infrastructures pour faire tourner les intelligences artificielles, sans doute de super ingénieurs, de super développeurs pour les mettre en place et les faire tourner. Sauf qu'une fois qu'on les fait tourner, on a effectivement une puissance de calcul, une capacité d'interprétation de la donnée qui est beaucoup plus performante que n'importe quel super système ne le permettait jusqu'alors. Et le parallèle avec l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, du jour au lendemain, avec notamment l'avènement des modèles de langage comme ChatGPT, tout le monde est devenu ingénieur nucléaire. C'est-à-dire que cette super puissance de calcul, désormais, elle est dans les mains de tout le monde. Alors je m'explique, hein, c'est tout simple. Quand vous utilisez ChatGPT, vous avez accès à une base de données qui jusqu'alors vous était pas accessible, à part par Internet et des recherches booléennes extrêmement compliquées. Mais à l'aide de prompts que vous rédigez en langage naturel, donc des commandes que vous rédigez en langage naturel, vous êtes capable d'exploiter un modèle de langage, un logiciel qui est extrêmement performant et qui vous donne accès à une puissance de calcul extrêmement forte.
Et les IA génératives, aujourd'hui, pareil, hein, c'est un champ d'application qui est tout neuf, donc on n'est encore pas à l'abri de nos surprises sans doute. Mais les plus célèbres, comme ChatGPT, comme Midjourney, comme Suno, ont été entraînés sur des bases de contenu. Donc ChatGPT, c'est sur du texte, Midjourney, c'est sur de l'image. Suno, ça va être sur de la musique, et elles-mêmes sont capables, à partir de langage, de commandes en langage naturel, de restituer du texte, des images, de la vidéo, de la musique, etc., etc. Donc voilà, déjà j'espère que cette dichotomie-là est claire, si elle ne l'était pas pour vous. Alors, qu'en est-il véritablement de l'IA et l'IA générative en entreprise? L'IA, quand bien même ça fasse à peu près 70 ans que ça existe, on se rend compte que le taux de pénétration est encore assez faible. Donc là, le chiffre que vous voyez apparaître à l'écran sur la gauche, les fameux 42%, c'est sur les entreprises de taille moyenne, pour que ce soit un petit peu représentatif. Parce que sur les entreprises du CAC, il faut savoir que c'est beaucoup plus important, l'adoption, et sur les toutes petites entreprises, c'est véritablement mineur, quasiment anecdotique. Donc 42% au niveau monde, 26% en France, certainement pour les raisons que j'évoquais, de complexité à mettre en place, de coûts, barrières à l'entrée qui sont très forts. Et l'IA générative, ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que alors que le temps de naissance finalement de l'existence, la durée de vie de cette science-là est beaucoup plus récente, à fin 2023, McKinsey, dans son rapport State of AI, établissait qu'il y avait quasiment déjà un tiers des salariés qui l'utilisaient régulièrement. Et là où ça va sans doute encore plus vous surprendre, c'est que en 6 mois, on est passé à 65%. Le dernier rapport qui est sorti là très récemment, il y a quelques semaines, est sorti très récemment. Alors, je rebondis sur la question de Asia qui est très bonne dans le chat. Effectivement, je ne l'ai pas précisé sur la slide, le 33% est au niveau monde et le 65% également du coup. Donc vous voyez que la courbe d'adoption de ces outils est massive. Et donc c'est véritablement pour ça que les médias en parlent autant, c'est véritablement pour ça qu'on en parle autant. C'est que notamment ChatGPT, pour le citer, il faut savoir que ils ont atteint le million d'utilisateurs en 5 jours, ce qui n'était jamais arrivé pour aucune autre application du numérique. La courbe d'adoption de l'outil est massive, et donc des outils d'IA générative en général est massive, mais ChatGPT reste le plus utilisé. Allez, on prend une toute petite seconde aussi pour avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, on est plutôt sur une mode qui va s'essouffler? Est-ce que c'est effectivement une révolution pour l'école blanche, une révolution globale du monde du travail, ou un changement sociétal profond? Vous pouvez juste mettre 1, 2, 3 ou 4 dans le chat. On prend juste une petite seconde. Ok, on est sur pas mal de 4, un peu de 3. 3, 4. Bon, et en fait, je vous ai un petit peu piégé, parce qu'on a Trumble la vie, en réalité, il s'agit des 3 derniers, dans le sens où ça a été effectivement annoncé comme une révolution pour l'école blanche, parce que pour la première fois, là où depuis en fait l'âge industriel, on a plutôt des machines qui révolutionnent les industries, les chaînes de production et les travaux, on va dire, manuels, en les autonomisant, en les automatisant, pardon. Cette fois, on a des applications qui sont arrivées dans notre métier du tertiaire, dans nos métiers du tertiaire, sur nos ordinateurs. Mais justement, on pense que c'est aussi une révolution du plus globale du monde du travail, parce qu'au-delà du tertiaire, c'est aussi en train d'arriver dans nos usines, dans nos chaînes de production. Et c'est également un changement sociétal profond pour plusieurs raisons, mais notamment, vous l'avez sans doute vu la semaine passée, Apple a signé un énorme partenariat pour avoir désormais des modèles de langage extrêmement performants dans leurs prochains iPhones. Donc on aura tous, très bientôt, toutes ces technologies dans tous les wearables qui nous entourent, dans finalement notre façon d'interagir avec le monde numérique passera sans doute par ces technologies-là. Alors quelques chiffres, vous savez qu'on aime bien ça, pour finir de vous convaincre, si vous ne l'étiez pas, que c'est effectivement une révolution et qu'on est sans doute à l'ère de l'entreprise augmentée. C'est qu'à date, aux États-Unis, on a à peu près 80% des entreprises du Fortune 500 qui utilisent ChatGPT au quotidien. Fortune 500, c'est l'équivalent du CAC 40 chez nous, et on sait que les États-Unis, pour des questions légales déjà et de mentalité, sont souvent plus enclins à adopter massivement la tech en avance de phase. Et ça arrive un peu plus tard en Europe, qui prend d'abord le temps de légiférer. Donc,
on peut supposer que quand même c'est en train d'arriver massivement également en Europe et que ça va continuer. Un autre chiffre qu'on a trouvé particulièrement intéressant, c'est sur ces fameux 7% d'augmentation du PIB mondial annoncé par Goldman Sachs. Donc la célèbre banque d'affaires a établi que du fait de l'arrivée des IA génératives dans le monde du travail, de l'augmentation de la productivité qu'elle allait créer, le PIB mondial allait augmenter de 7%. Et une dernière stat, cette fois plus française, Cocorico, qui nous annonce que finalement 80% des utilisateurs d'IA générative, lorsqu'ils s'en servent, ne reviennent pas en arrière tellement ils sont satisfaits des apports de l'outil dans leur quotidien. Donc, pourquoi on vous montre ça? Pour finir de vous convaincre, s'il fallait que l'IA générative arrive au cœur de nos entreprises et de nos économies. Autre stat assez intéressante, très récente, qu'on a jugé bon de montrer à un public de professionnels RH, qui est le rapport des jeunes générations, donc de nos futurs actifs qu'on va devoir recruter vis-à-vis de ces technologies. Et on se rend compte que 99% des étudiants utilisent l'IA générative dans leur quotidien. C'est colossal. Hein. Après, voilà, il faut quand même remettre ces chiffres en perspective. On est sur le pôle Léonard de Vinci, donc des étudiants quand même parisiens, plutôt privilégiés. Néanmoins, 99%, c'est massif, sans équivoque. Et là où c'est aussi intéressant pour nous, et ça peut nous donner des billes pour le futur, c'est que déjà, ils sont aux 2/3 à estimer que ça va devenir un critère de choix dans leur sélection de leur futur employeur. Donc peut-être que dans nos discours de recrutement, il va falloir dire, oui, chez telle boîte ou telle boîte, on utilise bien les outils d'IA génératifs dernier cri, on a développé nos modèles de langage maison, venez chez nous, vous allez voir, c'est sympa. Donc là, je vous vois paniquer, hein. Et si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous n'avez pas toutes les réponses, mais il faut bien sûr rester calme. Déjà parce qu'il y a une stat qui est assez frappante, c'est que pour l'instant, les directions des ressources humaines, hein, les DRH, sont extrêmement frileux sur le sujet. On a été très surpris de voir cette stat d'Opinionway là, du début d'année sur le fait que finalement, encore 76% des DRH, là aussi c'est monde, ne souhaitent pas utiliser l'IA dans le cadre de leur fonction. Donc l'étude va un peu plus loin, bien sûr, pour expliquer ça. Il y a plusieurs raisons, hein, et pas que la raison de l'autruche, comme peut le laisser entendre cette image. La raison principale, c'est le manque de confiance dans les outputs de l'outil. C'est vrai qu'on entend beaucoup que les IA génératives racontent n'importe quoi, ont des hallucinations. Donc les DRH restent frileux là-dessus. Il y a cette barrière de coût à l'entrée et il y a cette barrière de sécurité aussi, hein, puisqu'on le sait, en RH et en tech, en IT, on a cette double problématique de gouvernance des données et de sécurité pour être certain que ça soit compatible avec les infrastructures de l'entreprise. Donc voilà pour ce premier panorama. Je pense qu'on peut déjà conclure. Je vois la question de Noura. Je crois que j'ai répondu. Vous aviez dû taper un tout petit peu avant mes réponses. Donc voilà pour ce premier panorama. Je pense qu'on peut effectivement assez aisément conclure que sur cette première étape, l'intelligence artificielle est en cours. Enfin, l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative sont en train d'arriver dans nos entreprises, voire ils sont déjà. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que effectivement, on entend beaucoup qu'on va être remplacé, qu'on va perdre nos emplois? Est-ce que c'est véritablement le cas? Et je comprends que la question persiste parce que, pour le coup, pour être quand même plutôt rodé à l'exercice de chercher des réponses et chercher dans les différentes études, personne n'est d'accord. Pourtant, là, j'ai mis que des chiffres d'instituts plutôt de référence ou d'acteurs plutôt de référence quand il s'agit de sondage, mais on va être sur 80% des emplois, 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. On pense qu'il y a 85 millions d'emplois qui pourraient être remplacés, la moitié des dirigeants qui pensent que leurs effectifs vont devoir se reconvertir. Donc c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, hein, terriblement pessimiste vis-à-vis de l'IA et de l'IA générative d'ailleurs dans nos entreprises, que ça va plutôt nous remplacer, nous augmenter, nous étouffer? 1 et 2, on a un 3 quand même, hein. Toufi, qu'on voit, vous n'êtes pas très optimiste sur, sur l'avenir. 1 et 3, donc il y en a carrément remplacé, étouffé dans le sommeil. On voit une petite crise d'anxiété. N'hésitez pas à respirer dans une poche comme Sheldon Cooper, la slide précédente.
Non, je ne vous fais pas plus attendre face à ce stress. Nous, notre avis, c'est quand même les deux premiers, remplacer et augmenter. Et on va voir dans quelle proportion pour essayer de vous tranquilliser sur le sujet. On s'est dit qu'on n'était pas, nous, forcément très, très légitimes pour trancher sur cette question. Donc, on a demandé à des experts, ces experts en l'occurrence, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il s'agit de la commission IA qui a été missionnée et mandatée par le président de la République lui-même pour justement trancher la question de quel sera l'impact de l'avènement de l'IA et de l'IA générative dans l'économie et donc sur le secteur de l'emploi. Donc cette fameuse commission IA a rendu son rapport il y a quelques mois maintenant. Vous voyez, le président le tient dans ses mains. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, il y a 5% des emplois qui seraient véritablement menacés par l'intelligence artificielle. Donc 5% potentiellement des emplois qui pourraient être remplacés par des machines. Là où, pour eux, dans 19 emplois sur 20, il existe des tâches que l'IA ne peut pas accomplir. Donc finalement, il en résulte que il va falloir plutôt remplacer les tâches spécifiques avec l'intelligence artificielle que véritablement remplacer des emplois dans leur intégralité, du moins avec en tout cas la maturité de la technologie à date. Et pour eux, la création d'emplois que va générer l'IA versus le taux d'emploi que l'IA va faire disparaître est nettement supérieur. Donc il n'y aura pas d'effet négatif sur l'emploi au national. En tout cas, c'est leur avis. Et c'est une bonne question sur les seniors, on va y revenir. Et leur avis, finalement, il va aussi dans le sens de l'avis de ce monsieur, Roberto Saraco, qui est célèbre pour cette phrase. Il est malheureusement décédé, mais c'est un ingénieur qui a notamment beaucoup lutté dans les secteurs industriels, enfin pas lutté, pardon, mais œuvré dans les secteurs industriels et technologiques, en fondant notamment l'IEEE. Et lui, il avait l'habitude de dire que l'IA va pas prendre votre emploi, mais ce sont plutôt les personnes capables de s'en servir pour être plus productives qui le feront. Donc finalement, ça corrobore bien ce que dit la Commission, c'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'elle est en train d'arriver, oui, c'est une rupture. Oui, il faut l'appréhender. Et si on l'appréhende, on n'a pas à, enfin, l'appréhender au sens apprendre à s'en servir. Et si on apprend à s'en servir, on n'aura pas à s'inquiéter pour nos emplois. Parce qu'en fait, ce qui se joue derrière l'intelligence artificielle générative, c'est un gain de productivité. On commence à avoir des études assez intéressantes sur le sujet, avec notamment celle-ci qui a été menée par Cambridge et qui a été remise au goût du jour par la commission IA, justement, qui a étudié le comportement de salariés d'un service client. Donc ici, profession pour l'instant peu qualifiée, à qui on va mettre à disposition un outil d'IA générative. Et on se rend compte qu'au bout d'un mois, ils ont un gain de productivité de 14%, c'est-à-dire plus d'appels gérés, plus grande satisfaction client annoncée. Et au bout de quelques mois, on arrive même à 25%. Et là où l'étude est quand même assez effarante, c'est que sur les professions plus qualifiées, comme les consultants managers, sur ce même test, au bout de quelques mois, on obtient un gain de productivité de l'ordre de 33%. Pôle emploi y est allé aussi de son étude, et pour eux, ça vient du fait de l'amélioration des erreurs. On va faire beaucoup moins d'erreurs avec l'intelligence artificielle générative et ça nous permet de réduire les tâches répétitives qui jusqu'alors ne pouvaient pas forcément être processisées. Parce que c'est là le propre de l'intelligence artificielle, et ces fameux réseaux de neurones que je vous décrivais au départ, c'est qu'aujourd'hui, ça permet de processiser des tâches qui jusqu'alors ne pouvaient pas l'être. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les machines, il fallait qu'on les paramètre pour, voilà, scénario A, il faut que tu fasses ça, scénario B, s'il se passe ça, il faut que tu fasses ça, scénario C, s'il se passe ça et ça, tu peux faire ça. La particularité, là encore, je vulgarise, mais des intelligences artificielles, c'est que dans un environnement donné, on peut les entraîner pour prendre leurs propres décisions et être capable d'être extrêmement flexible. Ce qui fait que sur du service client, par exemple, ce qui fait que sur du tertiaire et des métiers comme ça où il y avait ce besoin humain pour systématiquement trancher, faire face aux imprévus, cette flexibilité, désormais des machines sont capables de le faire ou vont être capables de le faire. Donc quand on interroge ce monsieur, qui est Arthur Mensch, je ne sais pas si sa tête vous est familière, mais c'est le fondateur de Mistral. Mistral, c'est notre ChatGPT français, qui est une très très belle licorne. Ils viennent de lever 1 milliard d'euros en 3 tours de table. Donc voilà, c'est quand même un très gros projet et il est plutôt très sérieux sur le sujet. Pour lui, justement, le propre des tâches qui, pour l'instant, restent l'apanage de l'homme, ce sont les tâches créatives et les tâches relationnelles que les IA ont encore du mal à faire. Lui, il a daté ce statement en disant que
bon, le relationnel et la créativité, ça restait de l'interpolation de données, et donc très probablement les machines seraient capables de le faire, et le relationnel notamment. Il a aussi fait valoir le fait que dans certains secteurs, typiquement la santé, les machines pouvaient faire plus preuve d'empathie que les humains. Donc sans doute que dans nos métiers, toutes et tous, on doit s'interroger sur, tiens, quelles tâches aujourd'hui font ma particularité, donnent tout mon sens au travail et font de moi quelqu'un qui vaut plus qu'une machine. Où est-ce que je mets ma créativité, où est-ce que je mets le relationnel? Et je trouve que dans les métiers des ressources humaines, il y a quand même beaucoup de sens sur ces deux termes. Je prends juste une seconde pour lire quelques questions. Ont-ils évalué l'impact sur les seniors? Donc ça, j'ai dit que j'allais y revenir rapidement parce qu'effectivement, les seniors, c'est un bon point. Le rapport précise-t-il la typologie d'emploi tertiaire, secondaire? En fait, c'est certains emplois où les tâches sont extrêmement récurrentes. Pour vous en citer un, parce que j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais notamment les traducteurs. Les traducteurs aujourd'hui, dans la maturité de la technologie, le fait qu'on est capable de faire apprendre des langues, toutes langues confondues d'ailleurs, à des modèles de langage, et que la routine du traducteur est quand même systémique. Texte A, il faut le tomber en texte B. C'est des métiers qui doivent s'inquiéter. Donc, est-ce que c'est à court terme? Donc là, c'est à terme de maturité de la technologie aujourd'hui. C'est sûr que demain, lorsque ça trouvera peut-être de nouvelles puissances de calcul, ça trouvera de nouveaux algorithmes ou de nouvelles sciences, je ne dis pas, mais ça prend en compte quand même le développement de l'intelligence artificielle actuellement. Allez, je ne vais pas trop prendre de temps, mais du coup, pour conclure sur cette partie, ce qu'il faut avoir en tête, notamment pour rassurer vos équipes aussi et partager autour de vous, c'est que l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative interviennent plutôt pour compléter des tâches que pour remplacer des métiers dans leur intégralité. C'est comme ça qu'ils sont conçus. Et d'ailleurs, une étude IBM que vous voyez sur la droite corrobore plutôt ce propos-là. Et donc, vous l'aviez vu venir avec effectivement cette question sur les seniors que j'ai trouvé très pertinente. Pour moi, un des gros enjeux actuels, c'est la rupture technologique. Si on a des technologies, au même titre que le numérique est arrivé dans nos entreprises, au même titre que les réseaux sociaux sont arrivés dans le monde du recrutement, si demain, des métiers ne prennent pas en compte des métiers ou des personnes ne prennent pas en compte ces technologies-là, ça peut être extrêmement dangereux puisqu'il y a cette rupture technologique qui menace. Là où nous, on est inquiet, c'est quand on voit les chiffres là, qui sont parus pourtant en début d'année, publiés par LinkedIn et Microsoft, sur les intentions de formation qui sont extrêmement faibles du côté des entreprises, avec seulement 38% des entreprises françaises qui formeraient leurs collaborateurs à l'IA. Donc pourquoi c'est inquiétant? Pour cette fameuse rupture technologique dont je parle, et aussi parce que du coup, en fait, on se rend compte que 80% des utilisateurs d'IA générative les adoptent dans le dos de leur patron. Ce qui pose des questions de sécurité, ce qui pose des questions d'éthique, parce qu'ils vont le faire du coup sur des choses qui ne sont pas forcément en accord avec la culture d'entreprise. Quid de la sécurité des données confidentielles qu'ils vont peut-être mettre dans l'outil. Donc il est urgent, on pense, de former. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, pour contrer cette rupture technologique. Il faut former. Il faut encadrer pour savoir sur quels usages on a le droit d'aller, sur quels usages on encourage fortement les collaborateurs à s'essayer. Encadrer, mais sans trop enfermer non plus, pour laisser cette part de créativité qui fera découvrir de nouveaux usages, de nouvelles applications. Monitorer pour être sûr que justement ces nouveaux usages, ces nouvelles applications soient bien générateurs de valeur. Si ça ne crée pas de la valeur, ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'il y a le label IA qu'il faut forcément y aller, et on y revient dans un moment. Et malheureusement, et vous voyez ce petit ninja, il faut sans cesse recommencer parce que la technologie actuellement est en phase de croissance exponentielle. Les outils tous les 6 mois ou même tous les 3 mois ont des nouvelles mises à jour, donc il faut sans doute se maintenir à la page très régulièrement. Voilà, c'est sûr que c'est peut-être un vœu pieux. J'ai vu pas mal de conférences où on appelle à pas forcément maintenir cette formation. Nous, on est d'avis en tout cas que la formation est un enjeu clé pour éviter cette rupture technologique, et notamment chez les seniors, pardon. Et chez les femmes d'ailleurs, parce que c'est une des populations qui est malheureusement les moins exposées à la tech, et donc les plus sujettes à cette rupture technologique actuellement. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant en tout cas, on ne va pas se faire manger par les machines. Est-ce que ces machines, à l'inverse, peuvent faire gagner l'humain? C'est la question qu'on s'est posée. Vous, dans votre quotidien, pareil, est-ce que vous servez plutôt quotidiennement, ponctuellement, jamais, des IA et des IA génératives? Est-ce que c'est quelque chose
2. Ok, pas mal de 2. Ok. Ponctuellement. Ok, une majorité de ponctuels. En tout cas, une étude Indeed là, de 2023 statuait que dans le recrutement, on a 87% des recruteurs qui utilisent l'IA quotidiennement. Enquête monde, pas uniquement France, et 67% des chercheurs d'emploi qui se servent de l'IA générative dans leur recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver massivement dans le secteur des ressources humaines et en particulier dans le recrutement. Il y a plusieurs études qui prennent le parti de dire que dans la to-do du recruteur, notamment, il y a à peu près 60% de missions qui sont chronophages work-to-work. Donc, ce qu'on appelle le work-to-work, c'est faire des réunions pour préparer d'autres réunions, c'est faire des comptes rendus de réunions, c'est voilà, tout ce qui gravite autour de la tâche, qui est intrinsèque au métier, qu'il faut quand même faire. Je ne dis pas que c'est inutile, mais qui ne sont pas la vraie valeur ajoutée du recruteur. Donc, on s'est interrogé de savoir si finalement, si on arrivait à réduire toutes ces tâches work-to-work par l'apport de l'IA et de l'IA générative, c'était pas finalement au profit de l'humain. Est-ce que tout ce temps, si on en croit cette promesse de productivité que je vous annonçais plus tôt, est-ce que tout ce temps, on peut pas le mettre au profit de l'humain? Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'ensemble des enjeux qui frappent les entreprises, pour en citer quelques-uns, on en a mis à l'écran, mais c'est vrai que depuis le Covid, on a cette fameuse entreprise à distance qui est plébiscitée par énormément de jeunes, par énormément de salariés, mais qui est beaucoup subie, pas forcément choisie, parce que faite à la va-vite, parce que les managers sont pas forcément formés, parce qu'on n'a pas forcément les meilleurs outils. On parle de pénurie de talent très souvent parce que démographiquement, on va vers ça. Et là, avec l'avènement de la tech, on sait aussi qu'il y a 90% des entreprises qui auront du mal à recruter les bons profils tech. On va vers une seniorisation de la société. On fait face à un désengagement massif des candidats et des collaborateurs. Bref, je ne vais pas forcément tous les lister, vous les connaissez certainement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance au recrutement parce que c'est le nerf de la guerre de la croissance. On a peu de temps à consacrer à toutes ces autres tâches. Donc, est-ce que si on arrive à accélérer le recruteur, à faire gagner en productivité le recruteur, on ne fait pas gagner l'humain? Voilà, c'est une question ouverte qu'on voulait vous poser et auquel Mr. HR et Dr. HR et Mr. Tech vont vous apporter votre réponse maintenant. Je crois qu'il y avait quelques petites questions, Géraud, aussi. Ouais. Je remonte juste le fil. On parle beaucoup de l'impact de l'IA sur le recrutement. Qu'en est-il de l'impact sur la formation professionnelle en entreprise? C'est une partie effectivement qui est prometteuse sur l'intelligence artificielle. Vous avez plusieurs acteurs historiques que je ne citerai pas forcément, mais qui ont beaucoup misé sur des offres de formation augmentées à l'intelligence artificielle. Notamment parce que la promesse, je suis pas convaincu forcément à date que ce soit extrêmement mature et que ce soit encore parfait, mais ça ne saurait tarder, je pense. La promesse, c'est de pouvoir identifier les besoins de formation individuelle de chacun de vos salariés, puisque potentiellement l'IA sera connectée à ce qu'elle fait, sera connectée à qui elle est, ce qu'elle aime, et pouvoir lui pousser des contenus de formation sur mesure au moment opportun pour la faire évoluer en compétences selon ses besoins, selon ses envies, selon la mobilité professionnelle qu'elle choisira, etc., etc. Donc je pense que pour le coup, formation et IA, c'est extrêmement compatible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et sinon on y revient en fin de présentation. Fabrice et Laure, à vous les studios. Merci Géraud. Merci Géraud. Et donc effectivement, on va essayer de voir ensemble comment l'IA peut vous augmenter, vous RH. On va commencer par une première question, comme Géraud l'a fait également précédemment. Géraud, je veux bien que tu cliques. Donc, selon vous, est-ce que l'IA a sa place dans les RH? J'espère que Géraud vous a déjà donné une partie des réponses. Une évidence, un booster, est-ce que c'est game changer ou alors définitivement ce n'est pas compatible? Donc effectivement, petite question piège, oui je vois qu'il y en a qui l'avaient vu ce piège. Oui, pour nous c'est une évidence parce que de toutes les façons, à partir du moment où dans le monde des RH, on brasse beaucoup de données, de fait l'IA a toute sa place dans cette partie-là.
Et comme on l'évoquait précédemment avec Géraud, le monde des RH n'a pas attendu ChatGPT pour utiliser l'IA. C'est un booster parce que le monde RH est très tech, et d'ailleurs ça a un terme, ça s'appelle le HR Tech, c'est Mister Tech qui en parlera un peu plus tard après. L'intérêt véritablement de l'IA aujourd'hui, c'est que c'est un véritable booster de cette partie tech. Et là, ce qu'on peut constater, nous, depuis 2-3 ans, c'est que ça devient véritablement game changer dans le sens où ça a beaucoup d'impact, notamment sur un sujet qui est le sujet du recrutement. On n'a jamais vu dans moi, depuis mes 25 ans de RH, on n'a jamais assisté à une telle multiplication d'acteurs sur l'univers spécifique du recrutement, de l'expérience candidat et de l'expérience collaborateur. Et c'est sans doute lié effectivement aux tensions actuelles qu'on connaît sur le marché de l'emploi. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On a relevé 3 chiffres. 3 chiffres qui peuvent effectivement illustrer ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien. Le premier, c'est en lien avec les difficultés de recrutement que vous connaissez depuis un certain temps, donc des recrutements que vous jugez difficiles à hauteur de 61%. Donc c'est difficile, et en plus, quand on recrute, parfois on fait des erreurs de recrutement, et là, ça peut coûter jusqu'à 17 000 € en moyenne de faire des erreurs de recrutement. Et c'est très difficile d'attirer des candidats, et quand on arrive à les emmener jusqu'aux offres de candidature, aux offres de poste, 82% des candidats abandonnent en cours de route. Ces 3 chiffres, ils illustrent effectivement les difficultés que vous pouvez connaître, et surtout pour nous, ils montrent les 3 enjeux que l'IA peut vous aider, peut vous contribuer à vous aider. Ces 3 enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser votre marque employeur avec l'IA, comment on peut optimiser le process de recrutement et comment on peut optimiser l'expérience candidat. Alors là, attention, florilège d'acteurs de HR Tech. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, c'est nous, des acteurs qu'on a pu rencontrer, avec lesquels on a pu échanger. Vous voyez dans ces acteurs, des acteurs qui sont des pure players des ressources humaines, qui sont parfois des pure players du sourcing, qui sont là depuis longtemps, qui utilisent l'IA également depuis longtemps, parce que comme l'évoquait Géraud tout à l'heure, l'IA est présente depuis un certain temps. Donc on va dire qu'en fait leurs solutions, elles sont boostées notamment par l'IA générative. Il y a également des acteurs qui sont pas du tout du monde RH, mais qui sont du monde de la tech, qui peuvent avoir aujourd'hui un rôle et un impact sur vos sujets. Et puis il y a aussi des nouveaux entrants, beaucoup de nouveaux entrants. Si vous vous promenez dans les allées de Vivatech ou du salon HR Tech, vous avez beaucoup de nouveaux entrants aujourd'hui en termes de solutions et qui peuvent être tout à fait pertinentes. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, notre job, c'est justement de vous orienter sur les meilleures solutions, celles qui vont répondre véritablement à vos problématiques. C'est pour ça qu'on ne va pas vous faire une présentation de l'ensemble de ces différentes solutions. On va plutôt essayer de répondre, on s'est aventuré à faire un mapping de comment l'IA peut vous accompagner par rapport aux 3 enjeux qu'on a pu évoquer précédemment. Et on a rajouté un petit truc en plus, qui est l'indice de confiance que nous pouvons, nous, en tout cas chez Watt, on a décidé ça, donner un indice de confiance qu'on pouvait donner sur l'apport de l'IA par rapport à ces différents enjeux. Alors, plus concrètement, regardons justement ce premier enjeu qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur optimiser sa marque employeur. Donc, vous voyez, en fait, l'IA aujourd'hui peut vous aider à la fois sur la partie créative, sur la partie même définition de la stratégie de communication, et ça peut aussi vous aider sur la partie contenu. Ça, c'est des choses qui sont déjà largement évoquées dans la presse qu'on peut lire sur l'IA. Nous, sur cette partie-là, on va dire qu'on a un indice de confiance qui est plus timoré, qui est plus de l'ordre de la prudence. Pourquoi ? Géraud l'évoquait tout à l'heure. On est là sur des sujets qui nécessitent quand même de l'apport de l'humain en termes créatifs, en termes de réflexion. Donc, on va dire que
l'IA va vous aider en vous donnant peut-être des inputs, et nous-mêmes à l'agence, on va l'utiliser dans ce sens-là. Mais pour autant, il faut toujours avoir la patte humaine pour rendre les choses un peu moins standardisées et un peu plus pertinentes. L'IA, normalement, bientôt, nous permettra d'automatiser les déclinaisons de format. C'est une des promesses qui est faite. Donc, nous, on a hâte que ça arrive et que ça soit véritablement pertinent. À date, il faut toujours rajouter effectivement un peu d'humain pour que ça gagne en sens et en valeur ajoutée. Là où on est super à l'aise, c'est sur plutôt la partie droite, sur le fait que dès lors qu'on a de la donnée, qu'on peut objectiver ces données, l'IA a tout son sens. Pour piloter un dispositif de communication, il y a des super solutions qui nous permettent ça. Pour data driver son plan média, dans le sens où on va utiliser les données qui sont liées à la performance des médias pour pouvoir demain piloter véritablement et choisir ces médias en fonction de la performance réelle de ces différents leviers. Et sur la partie plutôt donner des insights stratégiques pour bâtir une stratégie de communication. Et là, je laisse la parole à Mr. Tech. Merci, Dr. RH. Oui, vous avez compris, la partie insight stratégique est pour nous au max de la confiance. Alors, on l'éprouve depuis plusieurs années, comme le disait Géraud et comme vient de le rappeler Laure, c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps. Nous, on l'utilise de manière systématique. Je voudrais juste redire rapidement ce que ça signifie. On va utiliser des outils de e-réputation, je pense que vous en connaissez plusieurs. Si ça n'est pas le cas, on vous donnera celles qu'on peut utiliser de manière les plus efficaces. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte de manière très pragmatique qu'aujourd'hui, la réputation, elle est prise en compte pour 86% des candidats dans le choix d'une décision finale pour déposer une candidature ou non. Elle fait partie des différentes étapes du candidat dans sa prise d'information, dans sa recherche avant la décision. Donc, elle est devenue centrale, hyper stratégique. Et on va utiliser ces différents outils pour, on va inspecter les avis sur Indeed, Glassdoor, on va regarder ce qui se dit dans les médias sociaux, dans les médias, dans la presse, à propos de vos différents éléments d'attractivité, sur les vécus d'anciens collaborateurs, etc., etc. Et ce qu'a apporté l'IA à toute cette technologie-là, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui d'analyser avec beaucoup plus de finesse un énorme volume d'informations et avec la capacité de rentrer sur des critères ultra précis de métier, de localisation, de niveau d'expérience, de secteur d'activité. Et ça a un certain nombre de bénéfices assez directs sur la manière dont on peut préparer une opération de sourcing ou un projet de recrutement pour bien comprendre les attentes et les freins sur un poste potentiel. D'une manière générale, dans une démarche de progrès pour vous aider à identifier les leviers d'amélioration et surtout pour systématiquement adapter votre stratégie de marque employeur, enrichir des éléments de discours par exemple, pour bien comprendre quelles sont les expressions qui marquent, qui ont de l'impact et celles qui n'en ont pas. Alors, pourquoi est-ce que on considère que la partie création est un petit peu dangereuse pour la partie RH? Regardons ce visuel d'un collaborateur qui témoigne sur son expérience chez Accenture. Donc, Accenture m'a donné l'opportunité d'être utile. C'est absolument super et très, très chouette comme témoignage. Mais en fait, ce collaborateur n'existe pas. Ce collaborateur a été généré par Midjourney. Il est criant de vérité pourtant, avec le prompt qui est affiché ici. Donc, on peut effectivement générer des fausses images, et donc, en l'occurrence, des faux collaborateurs. Alors, pourquoi nous, ça nous pose un problème, entre guillemets, ou pourquoi est-ce qu'on va être un petit peu en défiance ou en prudence sur l'utilisation de Midjourney sur ces sujets-là? Bon, premièrement, il y a un sujet très clairement de l'égalité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où proviennent ces images, donc il faut être en vigilance évidemment par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est un problème aussi un peu éthique. Aujourd'hui, les candidats attendent de vous qu'on leur ouvre la porte des entreprises, qu'on ouvre le dialogue avec des collaborateurs, et on ne peut pas afficher des images générées par ordinateur alors qu'on prône l'authenticité par ailleurs, qu'on prône
la vérité ou le discours vrai. Là, il y a une rupture en fait dans le lien de confiance que vous essayez d'installer avec vos futurs collaborateurs. Donc, en ça, pour nous, c'est un petit sujet aussi un peu plus profond et un peu plus philosophique. Alors, comment on peut optimiser le process de recrutement? Voilà, c'est enfin le moment où on parle des recruteurs, donc de vous. Je pense dans la grande majorité ce matin avec nous. On travaille quasi quotidiennement avec vous. Les enjeux, les difficultés ces dernières années, avec les différents contextes que vous pratiquez tous au quotidien, on les connaît. Là aussi, le soutien de la tech boosté à l'IA, il est assez évident. Il s'est mis assez intuitivement en place, progressivement. Et ce qu'on constate sans aucune surprise, je vais reprendre ce que vous avez entendu déjà depuis le début de l'intervention, c'est que la promesse, elle se fait sur la qualité, l'efficacité, dans la limite de là aussi ce qu'on a évoqué. Quand il y a besoin d'humain, on est sur des performances et des niveaux de confiance qui sont relativement bas. Quand au contraire, on peut avoir des éléments des analyses empiriques, des réflexions très cartésiennes, là on a un soutien et un gain qualitatif et d'efficience qui est très très haut. Ce qu'on constate, c'est aussi que ça intervient aujourd'hui, l'IA et la tech, en tout cas boosté à l'IA, à toutes les étapes d'un projet de recrutement, que ce soit sur la préparation, avec la rédaction des offres, avec l'élaboration d'un profil de candidat, sur l'activation, le moment où vous allez décider de lancer, diffuser, segmenter les différentes campagnes, au sens littéral du terme. Sur la gestion, c'est là où la tech va apporter le plus de bénéfices, et sur le suivi. Donc, sans trop de surprise, les bénéfices sur lesquels, avec l'IA et la tech, on a quelques sujets de prudence à avoir, après l'avoir expérimenté dans de multiples contextes. C'est sur les entretiens en multilangue, par exemple, avec, vous avez aujourd'hui la capacité d'avoir des outils qui font une traduction spontanée, directe, lors d'un entretien des différents échanges. Voilà, la notion de subjectivité, la notion d'interprétation, elle est bien évidemment tellement fine que c'est compliqué d'avoir une lecture technique efficace. Sur les deux autres points que vous remarquez, donc sur la rédaction des offres et sur la définition des compétences, on va redire, on l'a placé un tout petit peu au milieu de l'échelle parce qu'on est convaincu que ça apporte un effet assez important sur la préparation, mais néanmoins, ça nécessitera un peaufinage assez évident de votre part sur la finalisation. C'est sur la partie évaluation des candidatures et validation des compétences qu'on a noté qu'il y avait des choses qui étaient extraordinairement efficaces. On parle d'assess management, on parle de tests de compétences en hard skill, en soft skill et en compétences comportementales d'une manière générale, où il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et constatées aujourd'hui. Ouais, tu m'as un peu grillé le truc là, mais oui, est-ce que les offres de poste peuvent être rédigées automatiquement? Alors oui, l'IA peut être une aide hyper pratique pour vous, recruteurs. Il existe des solutions qui sont alors parfois directement intégrées dans les outils que vous utilisez au quotidien, ou alors avec des outils dédiés. Avec une simple fiche de poste, bam, ça se transforme directement en offre bien rédigée. Donc ça, c'est un gain de temps véritable. En revanche, et donc, mais non, l'intérêt d'une offre, c'est que les candidats répondent. Et donc, pour ça, il faut qu'elle soit attractive, il faut qu'elle soit différenciante et porteuse de votre promesse employeur. Donc, il faut qu'en amont et ou après la rédaction automatique, cette offre soit enrichie des éléments de votre promesse employeur. Et donc, ça nécessite quand même un travail de ce qu'on appelle marketing des offres, qui est là où on va rajouter la couche créative et la couche humaine de nos différents métiers. Alors, côté candidat, cette fois, de manière assez simplifiée, comme vous le voyez, les choses sont sans surprise là aussi également, si vous avez bien compris un peu la logique générale. C'est sur la recherche d'emploi et sur l'aide d'apporter à un candidat pour avoir une candidature dite de qualité, en sens où elle va répondre à tous les critères, notamment les critères peut-être un peu plus informels qu'on n'a pas forcément l'habitude de bien interpréter. Donc,
Là aussi, sur la partie échange personnalisé, alors qui peuvent prendre la forme de différentes technologies, notamment celle des bots. On a noté qu'il y avait des choses qui étaient extraordinairement efficaces quand on a besoin d'un registre de questions et surtout de réponses simples et simplifiées. Quand on a besoin d'aller vite. Néanmoins, vous comprenez bien que pour certains secteurs, pour certains recrutements, pour certains postes, niveau d'expérience, c'est un outil qui va être un petit peu plus complexe. Et c'est un outil qui demande d'avoir des éléments de langage et un entraînement et un accompagnement qui est extrêmement pointu. Donc c'est un oui au niveau de la technologie, c'est d'ailleurs même relativement impressionnant la qualité lexicale d'un bot sur une conversation. Néanmoins, dans le fond, il faut être un tout petit peu plus attentiste et investir vraisemblablement beaucoup plus de temps et de travail sur ces aspects-là. On va parler tout de suite après du site de recrutement et on vous expliquera pourquoi est-ce qu'il prend autant de place dans le dispositif et pourquoi finalement l'IA arrive aussi à renforcer le rôle du site de recrutement. Pour aborder d'abord la partie qui pour nous génère davantage de résultats objectifs et réels. C'est sur deux aspects. Sur l'aspect matching, qui est une fonction qui est de plus en plus utilisée et intégrée dans un processus côté candidat. Et aussi sur des postes qui peuvent permettre de recruter sans CV. Là aussi, on sait qu'il y a eu différentes tentatives avec Essa, on a du mal à lâcher le CV. On sait aussi que sur certains postes, type de profil ou population, ce serait un levier d'engagement qui serait relativement intéressant. Donc c'est là où l'IA, dans son modèle génératif, avec son modèle de langage, elle aide à simplifier, elle aide à mieux faire comprendre et avoir des échanges qui sont plus efficaces. On a un langage qui est parlé, qui peut être audio, et ça lève un certain nombre de barrières qui sont relativement intéressantes. On va finir par vous parler du site de recrutement. Pourquoi est-ce qu'il prend encore davantage de place? L'essentiel d'un parcours de recrutement se fait en ligne aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que les usages aussi des candidats évoluent avec. L'impact de l'IA accélère aussi l'intégration de la technologie. Et en termes de stats, on a aussi cet outil-là, le site qui se met un petit peu au milieu, qui est à la fois un peu l'épicentre de l'écosystème, et en même temps, c'est le point de rencontre, d'échange, où on sait que quand on s'y présente, quand on va sur un site, on va pouvoir trouver tout ce dont on a besoin. Et c'est aussi un élément de début de parcours assez important, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près 70% des candidats démarrent leur recherche sur Google. Et bien évidemment, il va falloir un site pour leur apporter les réponses. On sait aussi que c'est un endroit de passage assez important, qu'il y a 7 à 10 visites lors d'un parcours de recherche de candidature par un candidat, et qu'il a une durée de vie de 3 à 4 ans en moyenne. Donc ça va être aussi un élément pérenne dans le paysage. Alors, on sait que les IA ne fabriquent pas des sites de recrutement efficients. On en rêverait, mais ça n'est pas le cas malheureusement, pour tout un tas de raisons que je pense vous anticipez très clairement à date. Nous, ce qu'on voit surtout comme enjeu, c'est qu'on a vu un gain en termes d'efficacité opérationnelle assez important. Qu'aujourd'hui, on a aussi la capacité, en rentrant dans davantage de profils, de personnalisation de l'information, d'échanges directs, on peut avoir une expérience candidat qui est davantage développée et améliorée. On a aussi avec l'IA la capacité d'une technologie plus simple, donc on va intégrer beaucoup plus et embarquer beaucoup plus de tech au sein des sites de recrutement. Donc on a un parcours qui peut être sans couture sur les candidats. On a la capacité d'analyser beaucoup plus finement un certain nombre de données et donc de comprendre un peu les comportements, où sont les insights, de faire évoluer le site pour avoir des parcours qui soient encore plus efficaces. Et surtout, l'IA, c'est alors des choses qui ne se voient pas, c'est une réponse et un traitement très efficace sur de gros enjeux comme le numérique responsable, le SEO, l'accessibilité, la sobriété, etc., etc. Donc, on a aussi des outils de soutien technologique aussi qui sont relativement importants. Alors, donc vous l'avez compris, pour notre boulot, ça va être de vous orienter sur les meilleures et les solutions les plus pertinentes qui vont vous apporter une réelle valeur ajoutée. Et c'est pour ça que
on va passer ça au screen de 4 critères. Le premier, donc, c'est l'utilité, évidemment. C'est est-ce que l'IA va avoir un véritable sens, une véritable valeur ajoutée par rapport à votre sujet. Deuxième point, c'est la partie légale. On a envie de dire, c'est un peu la moindre des choses, mais il y a effectivement, à partir du moment où on est dans la manipulation de données, des sujets de RGPD à prendre en compte. Troisième point, bon, c'est peut-être un peu plus aussi notre marotte, c'est la notion de responsabilité, et notamment sur le fait que les outils qu'on va mettre en place favorisent la diversité et l'inclusion, puisque on l'a compris, parfois l'IA peut avoir des logiques un peu de standardisation, et donc il faut faire attention à ça. Et quatrième point, c'est surtout que ça soit compatible avec vous, avec votre organisation, avec votre besoin et aussi avec l'infrastructure tech qui est déjà installée. Et donc pour ça, effectivement, l'agence est à votre service pour optimiser vos recrutements, parce qu'on peut allier effectivement 4 points qui sont la partie créa, la partie tech, la partie humaine et la partie aussi média. On en a fini avec ce webinaire. Peut-être qu'il y a des questions. On est pile dans les temps, je crois. Exactement, 10h26. Bravo. Il n'y a pas eu de questions, il y a eu du partage d'expérience de la part de Céline qui a listé quelques outils qu'elle utilise au quotidien. Ouais, merci pour ce retour d'expérience. Merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, s'il faut repartir avec quelque chose sur l'IA, c'est que c'est pas magique non plus. Donc méfiez-vous de ce label IA qu'on accole un peu partout. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre, notamment dans les métiers du RH entre l'humain, l'automatisation, entre l'humain et l'automatisation. Voilà. Pensez toujours IA comme assistant et n'hésitez pas à solliciter les conseils d'une agence ou de qui vous voulez pour arriver à trancher sur les outils qui sont vraiment pertinents pour vous, parce que ce qui est valable pour un groupe, un secteur d'activité n'est pas forcément le cas pour votre entreprise et votre typologie de salariés et votre typologie de candidats, etc., etc. Est-ce qu'on pourra avoir le bagage? Oui, en fait, de base, quand vous êtes inscrit sur Livestorm pour l'événement, on va vous envoyer automatiquement le replay de cette soutenance. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt.